Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir si le Bitcoin et les cryptos en général, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est des nouvelles monnaies fiables et même un nouvel ordre numérique. Alors d'abord, disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement, donc quoi qu'il arrive, faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Bon, moi, j'ai un point de vue qui est pas, entre guillemets, qui est déjà tranché. Je vais plutôt vous démontrer pourquoi c'est l'inverse d'une arnaque. Et d'ailleurs, méfiez-vous des gens qui vous disent que c'est une arnaque. Alors déjà historiquement, en 2008 à l'invention du Bitcoin, quand Satoshi Nakamoto, je rappelle, c'est un pseudonyme, on ne sait pas vraiment qui c'est, quand cette personne, ce groupe de personnes invente le Bitcoin, le but c'est justement de créer une monnaie décentralisée qui est sécurisée et qui est complètement indépendante de, de toute banque centrale, de toute juridiction, enfin vraiment quelque chose qui s'autodémerde algorithmiquement pour garantir la sécurité des échanges et, et la création monétaire. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le premier bloc qui a été miné le 3 janvier 2009, comme petit clin d'œil à cette philosophie-là. On va avoir Satoshi qui insère discrètement le titre du Financial Times qui parlait encore de renflouement des banques, justement. Hein, vous voyez là, dans le carré rouge. Donc voilà, c'est vraiment très très fort cette idée. Cet idéal est vraiment inscrit, même littéralement dans la blockchain, dans le Bitcoin. Et encore pour garantir tout ça, en 2011, en fait, le personnage de Satoshi Nakamoto disparaît complètement des réseaux, on n'entend plus jamais parler de lui. Et tout l'argent qui a été miné et qui est sur son portefeuille n'a jamais, jamais, jamais été ni déplacé ni vendu. Jamais touché à ça, alors que bon, aujourd'hui ça représente des sommes colossales. Donc ça donne un petit peu sur une idée sur l'idéalisme du personnage et sur la fiabilité finalement qu'il y a derrière le système Bitcoin. Maintenant, au-delà de ça, bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on va voir en quoi le Bitcoin respecte les trois fonctions de la monnaie. Donc pour ça, on va le comparer à l'or. Donc l'or, qui est la monnaie millénaire, qui a été la valeur refuge par excellence, et qui conserve encore sa valeur aujourd'hui. Hein. Une coupe de cheveux sous l'Empire romain coûte le même nombre, la même quantité d'or qu'une coupe de cheveux d'aujourd'hui à peu près. Pourquoi ça a été la monnaie millénaire? Parce qu'elle a trois propriétés qui font d'elle une super monnaie. Déjà, c'est une réserve de valeur au fil du temps. Pourquoi au fil du temps? Parce que l'or a des propriétés chimiques exceptionnelles qui font que c'est inoxydable. Ensuite, c'est un métal dont on peut vérifier la véracité, si je puis dire, facilement. Hein. On peut authentifier l'or facilement. Donc ça esquive des arnaques. Du coup, bon, comme c'est un métal qui ne s'oxyde pas, on peut le stocker facilement. Voilà. Donc ça traverse, ça peut servir de réserve de valeur au fil du temps sans problème. C'est un intermédiaire pratique des échanges parce qu'on peut le diviser en différentes tailles. Hein. On peut avoir des pièces, des lingotins, des lingots, puis on peut refondre tout ça pour refaire des plus gros morceaux. Donc c'est super pratique. Que vous achetiez une baguette de pain ou une maison, vous allez trouver la quantité d'or adéquate. Dire que payer avec de l'immobilier votre baguette de pain, c'est plus compliqué, quoi. Donc ça, c'est un intermédiaire pratique des échanges. Et enfin, une unité de compte, c'est-à-dire référence de valeur pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un métal rare qu'on ne crée pas facilement, qu'on ne trouve pas facilement. Donc à partir de là, ça va être difficile à falsifier, etc. Et puis il y en a une quantité, il y a un phénomène de rareté. Et la quantité qu'on extrait chaque année, elle est assez faible et elle est assez constante dans le temps. On parle, et d'ailleurs ce ratio entre le stock de métal existant et la quantité qu'on extrait chaque année, le flux, ça s'appelle le stock to flow, et il est à peu près de 62 ans. Il faut 62 ans d'extraction pour obtenir la quantité actuelle d'or. À la louche. Et ça, c'est extrêmement rare. Hein. D'habitude, on a des stocks qui sont inférieurs à un an de production dans les choses en général, même dans certains métaux
même dans certains métaux rares, etc. Péniblement, l'argent arrive à 22 ans de stock to flow, et l'or, ben voilà, l'or c'est vraiment imbattable. Et ça, c'est vraiment un gage, ça fait en sorte que c'est rare et que du coup ça a de la valeur. Et on retrouve ça dans le Bitcoin. Alors pourquoi? Parce que l'aspect réserve de valeur au fil du temps. Pourquoi? Parce que la blockchain, donc le registre, il est inaltérable, il est en quelque sorte informatiquement gravé dans le marbre. Vous ne pouvez pas modifier les transactions qui ont été inscrites. Une fois que c'est fait, quoi. Et en plus, c'est partagé à tout le monde, à tous les ordis du réseau. C'est sécurisé grâce au chiffrement. Enfin bref. Donc ça donne un caractère immuable au Bitcoin. Et ce sont des coins, j'ai mis token, mais je voulais dire coins, qui peuvent être stockés entre guillemets facilement. Bon, bien sûr, vous pouvez les avoir en ligne et tout sur des plateformes, mais vous pouvez les stocker de manière décorrélée du réseau sur une sorte de disque dur, une clé USB, enfin, bref, un portefeuille en dur que vous stockez, vous le mettez dans un coffre et puis voilà quoi. Ensuite, intermédiaire pratique des échanges, de la même manière que le métal, enfin que l'or pardon, peut être divisible, le Bitcoin aussi. Hein. Un Bitcoin en fait, même si sa valeur augmente dans le temps, on pourra toujours le découper en 100 millions de Satoshi, en 10 puissance moins 8 Bitcoin, et avec ça vous aurez toujours une valeur qui correspondra au prix d'une baguette de pain par exemple. Donc c'est facile à découper et c'est facile à envoyer. Parce que justement, grâce au réseau, vous l'envoyez à l'autre bout de la planète sans problème. Donc c'est pratique pour échanger. Et unité de compte, référence de valeur pour tout le monde. Pourquoi? Parce que de la même manière que l'or est en quantité limitée, le Bitcoin aussi. D'ailleurs, il y en aura au maximum 21 millions. Actuellement, on est quasiment aux 19 millions, je crois. On en aura max 21 millions. Et en plus, la production de Bitcoin chaque année, elle diminue avec le temps en fait. Tous les 4 ans, tous les 210 000 blocs, il y a un phénomène de halving, c'est-à-dire que on crée 2 fois moins de Bitcoin, tous les 4 ans à peu près. Et ceci jusqu'à 2140, on attendra les 21 millions en 2140. Et du coup, là encore, ça crée un phénomène de rareté, et ça crée un phénomène un stock to flow qui est à peu près de 50 ans. Donc là, on est dans les ordres de grandeur de l'or. Et en même temps, c'est pas que quelque chose de virtuel. Le Bitcoin, pour le miner, il faut dépenser une certaine quantité d'énergie. Et c'est d'ailleurs, il faut en gros 10 minutes pour valider un bloc. Et ça, là encore, c'est gravé dans le marbre. Quelle que soit la puissance de votre ordinateur et la puissance du réseau en général, la difficulté de l'algorithme à résoudre s'adapte à la puissance du réseau. Et donc, il y aura toujours cette valeur énergétique de 10 minutes de PC, entre guillemets, à faire tourner, qui sera corrélée à la valeur du Bitcoin. Et du coup, ça me permet même, d'une certaine manière, au Bitcoin de devenir un standard de valeur de dépenses énergétiques et de dépenses électriques en particulier. Donc voilà, donc c'est pas du vent, c'est à la fois rare et corrélé à une dépense énergétique. Donc c'est pas du pipeau, et en soi, grâce à ça, on peut dire que d'une certaine manière, le Bitcoin c'est une triple révolution. C'est à la fois une révolution technique, parce que la blockchain qui a été inventée à l'occasion du Bitcoin pour toutes les autres crypto-monnaies, ça a permis de créer des objets uniques numériques, que ce soit des monnaies justement qu'on peut s'échanger, mais aussi des images, des sons, etc. Les NFT par exemple. Donc c'est vraiment une révolution technique qui permet plein d'usages par la suite. C'est une révolution monétaire parce que des monnaies déflationnaires et décentralisées, il n'y en a pas vraiment d'autres. Toutes les monnaies que vous connaissez étatiques sont plutôt des monnaies qui connaissent de l'inflation. On en crée souvent, on en détruit rarement. Donc là c'est quelque chose dont la quantité elle est limitée, et ça ne changera jamais. Et de ce fait-là, c'est une révolution politique parce que voilà, une monnaie qui s'auto-démerde, qui s'auto-imprime
mais en quantité limitée, gérée, etc., ben, on n'a plus besoin de banque, on n'a plus besoin de banque centrale. Et du coup on peut aussi s'éviter des politiques monétaires un petit peu louches. Donc c'est une révolution politique, et c'est pour ça que souvent on va vous dire que c'est la monnaie des terroristes, que c'est la monnaie je ne sais quoi, ou que c'est une arnaque, ou c'est un Ponzi. Non, 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 non. Les vrais Ponzi, c'est ceux qui vous disent ça, quoi. Et là, juste pour vous donner un exemple, bah là vous avez d'un côté la quantité de Bitcoin au fil du temps, et de l'autre côté la quantité de dollars au fil du temps. Bon, j'aurais pu prendre l'euro, c'est pareil, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc là, on voit bien la quantité de Bitcoin qui croît de manière algorithmique parfaite avec l'asymptote à 21 millions. Et de l'autre côté, le dollar. Alors là, ça a fluctué au fil des ans, au fil des crises. Paf, crise économique, ok, on va imprimer du dollar. Ça va mieux, bon, ok, on en détruit un petit peu. Puis là, crise du Covid, on a fait x2 en quantité de dollars euh, en l'espace d'un ou 2 ans. Et là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que littéralement la monnaie devrait valoir 2 fois moins. Alors c'est plus compliqué que ça, mais, euh, mais, ça peut être inquiétant vis-à-vis d'une potentielle inflation à venir. Donc voilà, donc là j'espère que vous comprenez un peu l'intérêt du Bitcoin et des cryptos en général, parce que derrière il y en a d'autres qui apportent d'autres choses, mais c'est une vraie révolution euh, technique, technologique, mais c'est aussi une révolution qui viendra peut-être changer nos vies et notre relation à l'argent et à la monnaie. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette vidéo. Inscrivez-vous, abonnez-vous, mettez la petite cloche, des likes, et puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.